Bonsoir à tous, bienvenue aux rencontres des savoir-faire, des rencontres nouvelles formules, comme vous l'aurez peut-être constaté, puisqu'on s'est associé avec le campus mode, métier d'art, design, manufacture des Gobelins et l'ENSAD pour proposer une variation sur les thèmes habituels, notamment, alors on continue avec les rencontres numéro 1 sur les arts décoratifs de la table, et là aujourd'hui rencontre numéro 2 sur les matériaux, et il y aura les rencontres numéro 3 sur les nouvelles perspectives artisanales. Donc, nouvelle énergie, nouvelle personnalité qui nous accompagne. Et aujourd'hui, c'est Charles-Emmanuel Debar qui s'occupe de la grande matériothèque, de la future grande matériothèque du campus, et très très investi dans la question des matériaux et des nouveaux matériaux. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et vous connaissez la formule, on se retrouve à la fin pour les questions habituelles et le petit verre de l'amitié. Merci, bonne soirée, et à toi, Charles-Emmanuel. Eh bien, merci, Marc. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Charles-Emmanuel Debar, je suis responsable de la matériothèque de l'École des Arts Décoratifs. Merci à toutes et tous d'être venus ce soir. Donc, on va parler de terre crue. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est pas forcément un matériau qu'on connaît tous, et en tout cas, on va pouvoir ce soir rentrer vraiment dans le vif du sujet et dans tous les aspects de cette matière. Donc je suis très content de recevoir Frédéric Jonard. Frédéric, donc tu es architecte, mais également artisan de terre crue, c'est-à-dire que tu t'es formé, tu as suivi des formations pour mettre en œuvre la terre crue, donc en enduit, en revêtement, mais aussi en maçonnerie, de briques de terre compressées. Je reçois également donc Louise Dubois. Donc Louise, tu es designer matériaux, tu es diplômée de l'École des Arts Décoratifs, tu as suivi une formation en design textile et matière, et tu as cofondé un atelier d'architecture, une agence d'architecture qui s'appelle Atelier I Know, et qui met en œuvre justement, notamment, parmi les matériaux que vous mettez en œuvre, il y a la terre crue. Et puis enfin donc Chloé Grossetête, qui est également architecte. Chloé, tu as créé l'agence Mao, qui est une agence de sourcing en matériaux, c'est-à-dire que tu conseilles les architectes dans leur choix matériel. Et donc, tu n'es pas spécialiste forcément de la terre crue, mais tu as eu l'occasion de suivre beaucoup de projets qui la mettaient en œuvre, ou en tout cas de conseiller des agences, mais tu vas nous en dire plus donc tout de suite. Mais juste pour commencer à parler de ce matériau, je voulais te demander, Frédéric, puisque là tu étais aujourd'hui en train de mettre en œuvre des enduits justement, peut-être que nous faire juste un état des lieux un peu de cette matière, nous dire un peu de quoi il s'agit, peut-être aussi pourquoi, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette matière, pourquoi tu as décidé de te former à la mise en œuvre de ce matériau, voilà ce qui t'a parlé, peut-être les avantages, les intérêts, puis aussi toi plus personnellement ce qui t'a intéressé dans cette matière. La terre, quand on parle de terre pour bâtir ou bien pour le mobilier aussi, dans une échelle qui peut aller vraiment du revêtement jusqu'aux grosses œuvres, vraiment jusqu'à la construction, cette terre-là, c'est une terre minérale. C'est-à-dire qu'elle est extraite du sol, mais elle est sous la couche fertile, sous la couche arable du sol. C'est une terre qui est composée essentiellement donc de roches en état de décomposition. Donc on va retrouver du caillou, toutes sortes de grains, suivant la géologie de l'endroit où on se trouve. Donc des cailloux, des sables, des graviers, des limons, des argiles. C'est ça qu'on appelle la terre. C'est le conglomérat, on va dire, de tous ces éléments. Et si on bâtit avec cette terre la plus minérale possible pour assurer la pérennité du bâtiment, parce que tout ce qui est matière organique qui se trouve en surface, donc c'est la terre fertile, c'est celle dans laquelle on cultive, et elle est précieuse à d'autres égards, puisque c'est elle
qui permet la vie et qui abrite qui abrite le vivant du sol, quoi, qui est en surface. Et voilà, donc ça c'est pour définir un petit peu de quoi on parle quand on parle de la Terre. Et alors forcément, du coup, elle est différente partout où on se trouve, à chaque endroit, elle a une granulométrie, on dit, différente, c'est-à-dire une répartition entre tous ces grains que j'ai nommés tout à l'heure, un peu différente. Et cette variabilité fait qu'à chaque fois, on se réhabitue, donc chaque terroir a ses techniques et a comme ça décliné un certain nombre de savoir-faire qui sont propres à chaque lieu parce que la Terre a des caractéristiques différentes selon les lieux. Et qu'est-ce qui, moi, m'a interpellée au moment du début de ma pratique professionnelle en architecture. J'ai eu la chance de me retrouver en Amérique latine, où peut-être ce processus est un peu plus visible encore, parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire vivant, et surtout que les chantiers sont peut-être moins à huis clos, peut-être plus ouverts sur l'espace public, ou en tout cas il y a des processus plus visibles parce que ça se passe sur le bord du chemin, parce que ça se passe sur le bord du champ. Et donc ce qui m'avait interpellée, c'est la première fois qu'on m'a confié une rénovation dans le centre de Lima, et c'était de voir les artisans dégrader un ancien mur en adobe, donc en briques de terre crue, telles que celles que vous voyez ici, et les remettre tous les débris au milieu du patio, et le soir remettre de l'eau, et le lendemain quelques fibres nouvelles qu'ils avaient hachées, et rebrasser tout ça, piétiner et refaire des briques avec cette même matière qu'on venait juste de faire tomber tout ce qui était pulvérulent, tout ce qui était un petit peu défait sur le torchis en l'occurrence. Et voilà, on repartait avec le même matériau pour une restauration de cet édifice. Alors ça, c'est vraiment ce jour, enfin pour moi, qui est fondateur d'abord qui me permet la compréhension de ce cycle qui du coup se réitère en permanence, c'est-à-dire que cette brique, si je la remets dans l'eau, elle va changer d'état, elle va passer à l'état plastique, je vais pouvoir la modeler à nouveau, comme de la pâte à modeler, puis si je mets encore plus d'eau, peut devenir une boue, mais tout ça, si je le laisse sécher, ou si je le remets dans un moule et que je le laisse sécher, ça me refait une brique. Et ça, indéfiniment. Donc ça, quand même, il n'y a pas beaucoup de matériaux qui, sans autre intervention, sans cuisson, sans adjonction d'une chimie ou autre, il n'y a pas beaucoup de matériaux qui permettent ça. Cette réversibilité, elle est précieuse. Et elle justifie aussi le fait qu'on essaie de mêler assez peu la terre avec les autres matériaux. On dit parfois, dans la construction, on pourrait être tenté d'aller vers plus dur, plus solide, de chercher à y mettre du ciment ou autre. Non, parce qu'en fait, si on fait ça, on va casser ce cycle, cette possibilité du réemploi à l'infini du matériau. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai répondu. Mais oui. Donc on perçoit bien les qualités environnementales là, déjà de cette matière, c'est-à-dire d'être réemployable à l'infini. Et peut-être juste un mot sur le fait aussi qu'on construise en terre, comme tu disais, partout, mais aussi depuis très longtemps. Peut-être redire un peu le contexte aussi général. Enfin, on en parle aussi beaucoup en ce moment avec les architectes. On va revenir sur les expériences de Louise et Chloé, mais peut-être juste le contexte général de cette matière. Effectivement, c'est une matière qu'on a utilisée depuis la nuit des temps. C'est vraiment une matière qui est disponible, qui a une forme un côté immédiat en fait. C'est qu'on creuse et puis on érige. Donc là où on a accès à ce sol, donc c'est-à-dire qu'on a construit en terre partout où on a accès au sol. Donc si on fait une map monde de là où la construction en terre s'est développée, en gros on va trouver que simplement les grands déserts et les grandes forêts humides tropicales telles que l'Amazonie, ce sont les endroits où on trouve peu ou pas de construction en terre, mais sinon on en trouve presque partout sur ça, donc dans toutes les cultures. Et ce qui est beau aussi d'observer, c'est que on pourrait être sur deux continents différents, mettons par exemple sur l'Atlas au Maroc, et puis ensuite se téléporter sur les Andes au Pérou par exemple.
Et si on prend les mêmes sites géologiques, en fait, on peut comparer, voilà, on pourrait se dire, tiens, on est sur l'Atlas, sur une certaine géologie, et on va retrouver son pendant sur un autre continent, parce que, voilà, et parce que l'altitude, parce que le climat. Et en fait, on s'aperçoit que la technique terre, de construction en terre, elle a tendu vers les mêmes coffrages, les mêmes poids d'outils, les mêmes gestes. Et ça, c'est très... Alors bien sûr qu'il y a des migrations et qu'il y a des transferts de savoir-faire à l'échelle mondiale, et bien avant la mondialisation. Et voilà, il y a toujours eu des voyages, etc. Mais il y a aussi cette intelligence, cette espèce d'empirisme suivant lequel les techniques se sont affinées et se sont adaptées à leur lieu. Et quand on parle de construction en terre, on parle de beaucoup de techniques. Pisé, Bauge, Adobe, Torchy, etc. Donc combiné à des fibres, à du bois. Donc c'est rarement la terre toute seule, c'est souvent la terre plus un autre matériau ou d'autres matériaux. Donc ça, c'est vraiment cette intelligence-là, et surtout ce sens de l'économie à chaque fois. Voilà, pas d'énergie ajoutée et pas de transport. C'était pas possible pendant des millénaires de transporter autant enfin si, c'était possible, mais c'était complètement... voilà, de transporter autant de tonnage sur de telles distances comme on se permet de le faire aujourd'hui avec l'énergie... des énergies fossiles. Et oui. Et justement, donc tu as cité plein de techniques dont on parle, donc on pourra revenir après sur les différentes techniques si ça vous intéresse en particulier, mais peut-être qu'on peut revenir sur une technique avec toi, Louise, puisque tu as eu l'occasion de mettre en œuvre la terre crue sous forme de briques de terre compressée, c'est ça, donc qu'on appelle la BTC. Donc, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, d'un de tes chantiers Oui, nous, on a commencé à s'intéresser à la terre crue déjà au tout début de l'agence, même avant la fondation, par une de mes associées qui avait rencontré l'association Enerterre, qui est en Normandie, et qui propose de créer un projet de réhabiliter le bâti en terre crue de Normandie, notamment pour des propriétaires qui sont occupants et qui sont dans une situation de précarité énergétique, pour les aider à rénover leur bâti. Et donc c'est un peu la première façon où on a mis la main dans la terre crue, dans un contexte de rénovation. Et après, on a tous été marqués par cette expérience qui permettait aussi de rassembler des personnes avec des profils assez différents, mais de la même zone, qui étaient toutes concernées par le bâti en terre crue qui se dégradait, pour voir comment le réhabiliter, diffuser ses savoir-faire. Donc il y avait un maçon professionnel qui était sur place et qui apprenait au groupe à savoir comment rénover, comment utiliser les outils, un peu une sorte de base technique. Et après, ça fonctionnait par un système où chacun participait au chantier des autres et à refaire une sorte d'échange, un peu de service entre différents propriétaires ou des étudiants ou des jeunes professionnels comme nous qui voulaient se former à la terre crue. Et après, ça a été un point un peu important qui nous a aussi lancé sur des idées de projet, et peut-être notamment un peu la première expérience professionnelle qu'on a eue, c'était sur un projet finalement assez gros pour l'Arena Porte de la Chapelle, qui était un des équipements qui avait été construit pour les Jeux Olympiques. Et donc c'était l'agence SCO et NP2F qui avait en charge la maîtrise d'œuvre de ce projet-là. Et ils nous avaient appelés pour compléter l'équipe qui était montée par Bouygues Construction, pour travailler sur la partie économie circulaire du projet. Donc on avait émis quelques pistes pour le concours, et notamment celle vu que cet équipement neuf allait produire des quantités importantes d'excavation, donc ce dont parlait Frédéric, toutes les terres qui allaient être charriées pour pouvoir faire les fondations de ce bâtiment,
de la recycler et de la valoriser sur le site dans un matériau de construction pour éviter de charger tous les centres de traitement des terres d'Île-de-France qui récupèrent toutes les terres de tous les chantiers franciliens. Et ce projet, il s'est monté finalement en même temps que la filière, que le projet Cycleterre qui est à Sevran et qui visait justement à récolter toutes ces terres franciliennes pour en faire un matériau de construction. Et donc on a finalement gagné ce concours, on était 3 équipes en compétition. Et la piste de la terre crue a été maintenue. Alors pas sur tous les aspects, parce qu'on voulait faire sur le site une petite fabrique de BTC pour ouvrir aussi le chantier aux habitants qui allaient subir tous les désagréments de ce chantier. Ce site qui était aussi un peu marqué dans le centre de Paris, qui était l'ancienne colline du Crac, sur cette zone avec beaucoup d'habitations autour. Voilà, donc il y a cet aspect-là de fabrique sur le site qui n'a pas pu être maintenu parce qu'en fait on avait des contingences de calendrier qui étaient très fortes parce qu'il fallait livrer l'équipement avant les Jeux Olympiques de Paris parce qu'il y avait certaines épreuves qui se tenaient sur le site. Mais en même temps, ça se déroulait en même temps que l'émergence de la fabrique Cycleterre. Donc pour le chantier, au cours des études, en fait, on a assisté les architectes pour voir tous les points techniques et réglementaires, les aider avec des dessins de principe, des dessins de détail par rapport à leur projet, pour voir comment leur faciliter en fait l'intégration de la terre crue dans ce projet qui était assez gros avec beaucoup de contraintes. Et du coup, nous, on était un peu référent terre crue avec Amaco, qui est une association qui est vers Lyon et qui est vraiment spécialiste de la terre crue, qui est une référence en France. Et donc on a aidé le projet en même temps que Cycleterre rédigeait son appréciation technique expérimentale, qui est un espèce de passeport qui facilite l'aspect réglementaire du matériau pour faciliter l'assurabilité de l'ouvrage. Voilà, pour des questions donc d'assurance et parce qu'on se base là-dessus pour le respect des normes et de la réglementation pour pouvoir assurer un ouvrage. Oui, peut-être qu'on peut dire un mot sur la réglementation. Le fait que ce ne soit pas évident, finalement, en tant qu'architecte, de prescrire la terre crue aujourd'hui pour des raisons de risque en fait, assurantiel. Oui, c'est vrai que c'est assez curieux parce qu'on utilise la terre crue depuis des milliers d'années. Il y a toujours des bâtiments en terre crue qui sont debout aujourd'hui. Dans le centre de Lyon, par exemple, il y a beaucoup d'immeubles en terre crue. Et aujourd'hui, on a un peu oublié ces techniques-là dans le référentiel. Et on a aussi une cohorte de contrôle, de spécialistes qui se sont créés au fur et à mesure du temps, ce qui a permis en même temps d'améliorer la qualité de la construction en France sur certains aspects, et en même temps ça peut être un frein sur tout ce qui n'est pas finalement industrialisé et qui suit un cycle bien normé où on peut faire des contrôles au bon moment, etc. Et comme disait Frédéric, chaque terre a ses caractéristiques et ses spécificités, et en fait du coup ça voudrait dire qu'à chaque terre qu'on trouve sur un site, il faudrait passer une batterie de tests énorme pour réussir à le re-rentrer dans la réglementation. Donc nous, en tout cas, on trouve qu'il y a vraiment une grosse contradiction là-dessus à essayer de réglementer un matériau qui est difficilement réglementable. Mais en même temps, il y a plein d'échappatoires qui permettent quand même d'utiliser la terre crue. Il y a des projets fantastiques comme Cycleterre qui se sont montés, qui se sont arrêtés, mais qui se relancent aujourd'hui. Donc, Mais oui. Et justement, peut-être Chloé, je sais que tu as visité donc, récemment Cycleterre, ou en tout cas l'entreprise qui a repris Cycleterre, puisque donc
comme vous l'expliquez Louise, Cycleterre était une entreprise qui avait vocation à utiliser les terres d'excavation, notamment de la société dans le cadre des projets du Grand Paris, donc qui ont donné lieu à beaucoup d'excavations de terres qui étaient finalement considérées comme déchets à l'origine et qui, grâce à beaucoup de travail et notamment cette entreprise, ont pu prendre la forme de matériaux, donc à construire. Donc peut-être nous dire un mot sur cette société, sur la visite que tu as fait là-bas, puis peut-être plus généralement aussi sur toi, ton rapport à cette matière. Oui, alors Cycleterre, c'est une fabrique de BTC, donc briques de terre comprimées, qui a ouvert, je crois que c'était vers 2022, où j'avais eu l'occasion de faire une première visite. Et donc, comme tu le disais, ça avait vocation à utiliser les terres du Grand Paris. Donc quand on dit Grand Paris, c'est pas Grand Paris Express, hein, c'est vraiment sur le territoire du Grand Paris. Finalement, malgré l'énorme entrain que cette ouverture a suscité, eh bien, ça a fait faillite cette année. Et donc là, j'ai été de retour la semaine dernière pour la réouverture d'un nouveau projet qui s'appelle Recycleterre et qui réunit 3 organismes, donc Edifice, qui est un organisme de formation, Thériault, qui est une entreprise de pisé qui existe déjà dans la région lyonnaise et qui vient s'implanter en Île-de-France, et Briques de Guyane, qui a un savoir-faire de BTC et qui vient s'implanter en Île-de-France. Donc ils étaient tout fiers d'apporter leur savoir-faire de Guyane pour réutiliser les terres excavées d'Île-de-France. Et donc l'idée, c'est aussi de comprendre pourquoi un tel projet n'a pas fonctionné. Et donc là, si vous êtes intéressé, je vous invite à lire cette production qui s'appelle « Bâtir avec les terres franciliennes », qui a été éditée par l'ICEB, et qui revient justement sur ces raisons-là. Pour dire 2 mots, ce qu'ils ont pu exprimer, c'est qu'ils n'avaient peut-être pas choisi de bons matériaux. Comme disait Frédéric, il y a énormément de matériaux avec lesquels on peut bâtir en terre. Et eux ont choisi une BTC, donc c'est un matériau a priori qui est assez lourd, qui réagit mal au transport, et donc ils avaient déjà beaucoup de sujets de transport. Ils sont arrivés dans une filière terre crue francilienne qui n'était pas assez constituée, et donc ils n'ont pas eu assez de commandes. Ils avaient aussi une machine, c'est un peu malheureux, mais qui tombait tout le temps en panne, et donc ils avaient du mal aussi à assurer leurs commandes. Et donc tout ceci, ça s'inscrit dans un cycle qui fait que ça n'a pas fonctionné. Il y avait aussi des sujets de lieux, donc un super lieu, mais avec pas forcément assez de stockage. Enfin, voilà, il y a énormément de raisons qui ont fait que cette démarche n'était peut-être pas la meilleure pour repartir. Et c'est pourquoi il y a plusieurs acteurs qui ont décidé de reprendre le site pour le diversifier, donc avec plusieurs approches, donc en pisé, donc d'autres techniques, aussi en BTC pour réutiliser les machines qui étaient là, mais plutôt de s'en servir comme un lieu de démonstrateur et de tremplin avant de trouver un site qui soit beaucoup plus grand et qui soit plus à même d'accueillir une production avec du stockage et aussi de gérer toute l'utilisation des terres, parce qu'en fait ils n'avaient par exemple pas du tout assez de lieux de stockage des terres avant transformation en matériaux. Voilà, donc c'est un super projet qui réunit aussi une échelle industrielle qui montre que finalement dans la terre, c'est un matériau qui fait consensus. Enfin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord avec ça, mais qui, au sein de l'écosystème et de la filière, il y a encore beaucoup de divergences parce que ça réunit plein d'acteurs différents, donc des artisans qui ont attrait à faire des projets souvent à petite échelle, sur des terres très locales. Ce sont des gens qui sont très engagés, avec des savoir-faire vraiment minutieux. Il y a également des échelles intermédiaires, comme le pouvait être Cycleterre, qui peinent parfois à trouver leur place. Et puis des industriels, comme Thériault, là, vous pouvez voir par exemple la préfabrication de pisé, qui, eux, ont pour objectif la massification de la terre crue, et non pas que la démocratisation, si on peut dire. Et donc, par exemple, ça peut ne pas du tout faire consensus à l'intérieur même de l'écosystème Terre. Parce qu'ils ont tous finalement des démarches différentes. Et c'est ce pourquoi moi j'invite tous les acteurs de la terre crue à se mobiliser sur les règles normatives. Tiens, si tu peux
notamment autour des guides des bonnes pratiques. Donc en France, il y a un plan national terre qui s'appelle donc PNTerre, qui a pour but de démocratiser la construction terre avec toutes les techniques, donc que ce soit le pisé, la bauge, la terre allégée, etc. Et moi, j'ai pu intervenir sur les réunions liées au pisé, qui réunissent justement tous ces acteurs-là. Et ce qui est très intéressant dans ce genre de réunion, c'est qu'on voit qu'en fait personne n'est d'accord. Le fond du sujet, tout le monde est hyper content, mais alors quand il s'agit d'écrire des règles, alors là c'est extrêmement difficile. Que ce soit sur les questions de stabilisation, comme tu le disais Frédéric, on essaye à tout prix de ne pas stabiliser. Bon bah finalement il y en a d'autres qui sont un petit peu plus souples sur la question. Pareil, la question du transport. Juste pardon, la stabilisation, donc c'est le fait d'ajouter des adjuvants à la terre, ce qui fait que, comme dit Frédéric, la terre n'est plus réemployable à l'infini, c'est ça? Alors qu'il n'est plus réemployable tel quel, mais il y a des organismes, je crois innovataires, qui sont chargés de justement de rendre cette terre réemployable, mais en effet ça demande un peu plus de voilà. Et puis voilà, je vois la désapprobation, donc voilà, c'est des sujets un peu à caution, voilà. Ouais, voilà ce qu'on peut dire. Et donc du coup au sein de ces réunions et de ces après-midi, donc ça s'appelle les vendredis du pisé pour le coup, autour de l'association Terra, donc qui veut dire Terre Crue Rhône-Alpes, et bien tout le monde se réunit et on essaye de faire avancer la filière. Voilà, si vous voulez, on va dire désacraliser toutes vos idées reçues, toutes vos radicalités, moi je sais que j'ai été pas mal ébranlée durant ces réunions, je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir être acteur au sein de la filière. Et sur le pisé, justement, par exemple, est-ce que ça venait en concurrence avec le béton, c'est ça? Tu parlais d'acteurs qui voulaient massifier. Alors oui, par exemple, si on prend le point de vue des industriels, eux se disent on n'a plus envie que la construction terre soit minime en France et on a envie de venir concurrencer et de s'ériger vraiment comme un matériau de construction et pas être le moins de 1% de la construction en France. Et donc notre démarche, ça va être, je dis nous mais je ne suis pas du tout représentante, et la démarche de ces industriels, ça va être de se dire comment est-ce qu'on fait pour finalement démocratiser un savoir-faire donc en préfabriquant par exemple des blocs avec des gens très sachants, mais ensuite en les léguant à des entreprises de grosses œuvres qui, elles, ne sont pas sachantes, mais avec des étapes qui sont très simplifiées. Donc, c'est-à-dire, on prend ces blocs-là et avec des moyens de levage, eh bien, on vient les positionner les uns sur les autres, les calpiner, un petit peu comme de la construction de pierre, finalement, mais sans vraiment réel savoir-faire, mettre un mortier et rejointoyer. Donc voilà, là, les artisans, parfois, ils ne sont pas forcément super d'accord avec ce genre de démarche. Merci. Du coup, j'ai envie de faire réagir peut-être Frédéric sur ton métier au quotidien, puisque là on vient de parler justement de cette filière où il y a des industriels, etc. Donc toi, c'est plus c'est un métier, t'es artisane, donc c'est un métier artisanal. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ce que tu fais en tant qu'artisane, peut-être ce que ça t'apporte aussi de travailler cette matière, et on en a un petit peu parlé, mais des enjeux environnementaux évidemment, mais aussi de bien-être ou de confort aussi, dont tu parles souvent, de vivre au contact de cette matière. Ok. Je voulais te remercier pour... c'est dans ton propos, il y avait vraiment cette invitation à se joindre à la filière. C'est quelque chose de complètement vivant, où tout praticien, voire tout usager a une expérience qui est précieuse pour faire corps là, pour vraiment. Et Louise aussi, tu l'as évoqué, cet écueil de la réglementation qui fait que sur notre territoire, on a choisi progressivement, par un glissement que je ne saurais absolument pas expliquer, mais l'architecture devient de plus en plus un bien de consommation. Donc en fait, on travaille des logiques produits, procédés.
C'est ça en fait qu'on assure, qui est assurable. Voilà. Et c'est toute cette dynamique, elle nous écarte du matériau qui a une variabilité, vous l'avez très bien expliqué. Donc il y a une réponse qui effectivement est une réponse industrielle qu'on sait faire en fait, parce qu'on va chercher du coup à écrêter un peu toutes ces variations dans le matériau et puis sortir un produit qu'on est capable de caractériser et alors de prescrire une mise en œuvre qui marche voilà, suivant les caractéristiques du produit. Donc voilà, c'est une réponse. Et puis il y a une réponse évidemment artisanale qui a perduré parce que ce sont de toute façon des choses qui coexistent. C'est comme des échelles imbriquées. Donc évidemment on ne répond pas au particulier qui fait une petite extension ou qui rénove une chambre ou qui a une petite problématique d'humidité, de pathologie dans le bâtiment, comme on répond à la construction d'un équipement scolaire de 20 classes en périphérie d'une agglomération. Donc c'est évidemment pas les mêmes programmes, ni les mêmes acteurs, ni les mêmes entrées. Et donc il y a toujours eu, je pense, une forme d'imbrication de ces échelles et de diversité de réponses qu'il est important voilà, c'est vrai qu'il faut, et c'est intéressant ce que tu disais de venir pour quelque part briser les idées reçues. Cette diversité, elle est essentielle et ce regard artisanal, il apporte certaines choses, et je dirais même jusque dans la réflexion sur notre modèle de société, puisque qui souhaite finalement standardiser quelque chose va le faire au détriment des savoir-faire qui sont sur le chantier, les savoir-faire des personnes qui sont sur le chantier. Comme si on disait, bon, le matériau c'est toujours le même, la mise en œuvre c'est toujours la même, donc quelque part on n'a pas tant besoin, enfin la personne qui le met en œuvre, du moment qu'elle a sa force de travail avec elle, elle est un peu interchangeable. C'est un modèle, voilà, et il est questionnable parce que derrière tout ça, bon, il y a toujours un peu quand même une aliénation. Donc le travail artisanal, il va à rebours de tout ça. Il se maintient dans un endroit où de la matière première à la mise en œuvre, il y a un continuum d'action où je dirais que le plus difficile n'est pas la mise en œuvre du matériau, mais c'est au contraire tout ce qui sous-tend l'activité, les liens du travail, le réseau d'une personne, ses capacités aussi, ses aptitudes à être en lien avec les autres entreprises, à se coordonner, à être dans le dialogue. Enfin, c'est ce qu'on appelle, quand j'ai fait les études à Cratère, une culture constructive. C'est quelque chose d'extrêmement vivant et qui repose sur l'humain. Un patrimoine, exactement. Ouais, ce sont des savoir-faire. Et donc, je pense que voilà, dans cette maison, on peut en parler. Il y a des choses qui relèvent de la transmission orale. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on apprend à pied d'œuvre. Et donc, on va dire que l'échelle artisanale, pour moi, elle maintient, comment dire, elle vit à travers ça. Et elle répond dans des endroits où l'échelle industrielle n'ira pas de toute façon. Et aussi cette vibration, ce besoin de singularité, de sensibilité qui est essentiel pour tout ceci. Donc voilà. Donc il y a moi à mon échelle. Ce fait de bien connaître la matière première, c'est pour pas avoir à la transporter à droite à gauche, quoi. C'est pour pouvoir se dire, je peux m'emparer de la terre là où elle est, je la comprends, je peux l'amender et essayer de trouver toujours cette espèce d'équation du plus local. Mais parfois on échoue, hein. Parfois on finit par commander un produit, quelque chose. Enfin, voilà. C'est encore une fois, c'est sans absolutisme, et c'est tout dans toute une déclinaison de possibles. Mais
à s'approcher de cette transformation possible, de quelque chose sur place, quoi. Et puis le faire avec le plus de liens possible. Donc, est-ce que quand on intervient sur une école, on arrive, comme on l'a fait là récemment avec l'agence Dumont-Legrand, on arrive à faire passer toutes les classes dans une production d'Adobe, où chaque enfant a fait des briques de terre crue, en a gardé une qu'il a vue sécher dans sa cour d'école, et sur laquelle il a inscrit son nom et qui sera maçonné sur le... Alors, ouais, ça doit être un peu plus tôt dans... moi, je ne sais plus si je l'ai mis. Enfin, voilà, là, vous voyez la production d'Adobe. Je ne sais plus si j'ai mis celle des enfants. Je pense que oui. Et en tout cas, est-ce que c'est possible aussi, donc, à travers ça, de parler de ce que c'est qu'un métier ? Le métier de maçon, qu'est-ce qui fait le maçon ? Parce que sinon aussi, ces métiers-là, on est souvent relégués à chantier interdit au public. Et donc, il doit se passer des trucs derrière les palissades pas clairs pour qu'on ferme autant le périmètre. En vérité, non, c'est faire connaître ces métiers, c'est essentiel. Donc, voilà, ça passe vraiment aussi par ce contact avec les plus jeunes. Et s'il y a de la connaissance qui est reliée à l'effectuation de ces tâches qui sont parfois extrêmement ingrates, voilà, brique sur brique sur brique, sur mortier, préparation de mortier, remplir le camion, vider le camion, si on le regarde comme ça, c'est ingrat. Si c'est relié à du lien et du savoir-faire et de la convivialité, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Mais voilà. Voilà, donc, pensez aussi à ce qu'on produit. Moi, ce serait ça mon message du point de vue sociétal. Si on retire à ces métiers ce plaisir de la transmission et cette capacité à travailler en équipe et en intelligence collective, après on devient des tâcherons, quoi, vraiment. Et ça pose problème. Ça crée, je pense, beaucoup de souffrance au travail et beaucoup de frustration de ne pas avoir de prise sur ce qu'on fait, quel que soit le produit qu'on utilise et quelle que soit la matière qu'on transforme. Voilà, je pense que c'est la chose la plus importante que moi je voulais dire, peut-être par rapport à ma pratique, ou en tout cas à ce que je défends dans mon travail. Et voilà. Donc, et moi j'ai eu la chance d'avoir fait mes études d'architecture avant de bifurquer vers la construction. Et puis donc d'avoir observé, c'est vrai, ces différents contextes de travail, des logiques, des contextes extrêmement vernaculaires où cette transformation, elle s'opère par les mêmes habitants qui vivent leur territoire, qui cultivent leur terre, qui érigent leur terre pour faire leur propre maison. Donc ça, on va dire, c'est au plus proche je dirais, de l'intimité de l'habité. Et jusqu'à voilà, des logiques de commande publique, avec tous les acteurs qui s'empilent jusqu'à ce qu'un jour ça se construise. Donc les études d'architecture, ça donne aussi cette vision sur les choix qu'on fait en amont et qu'est-ce qui génère sur le chantier. Et bien sûr aussi, en militant un peu pour l'emploi de ce matériau, donc il y a la question de la gestion des déchets, puisque donc les chantiers sont responsables d'une énorme quantité de nos déchets annuels à tous. Et donc, en employant un matériau qui, en fin de vie, pourra être réemployé, on a un gros impact sur cette question des déchets. Si on fait un loupé sur chantier, on ne met pas tout à la benne. On fait un loupé, on gratte, on remet de l'eau et on recommence. Et ça, je ne connais pas d'autres matériaux pour faire ça. Et puis après, on agit aussi sur le bilan carbone quand on a pu ne pas transporter ou très peu transporter la terre. Et après, on agit sur le confort. Donc tu m'avais posé la question. Le confort, la qualité de l'air intérieur, pas de polluants dans l'air intérieur, l'acoustique, un matériau qui est assez absorbant, donc qui va pas trop nous énerver si on est dans une salle de classe, par exemple, c'est bienvenu de tempérer un peu cette acoustique, voilà.
Et puis la régulation de l'hygrométrie, c'est-à-dire que si on est là, on est tous réunis dans la pièce, on exhale de la vapeur d'eau, et la terre en revêtement, elle est capable de la capter, de ce pic d'humidité, elle la capte, et puis quand on sera partis tous se reposer, doucement, elle relarguera dans l'air cette humidité excédentaire. Donc ce matériau-là qui est vivant auprès de nous et qu'on peut toucher, et puis si les enfants en mangent, en grattent un bout et le mangent, ça fait rien. Rien du tout, voilà. Parce que je pense au plomb, les peintures, etc. Et tous ces problèmes, voilà. Donc tous ces problèmes sanitaires qui sont nos problèmes d'aujourd'hui, créés par des décisions d'hier. Donc aussi veiller à ce que ce qu'on propose aujourd'hui dans l'habitat soit d'une totale innocuité, c'est extrêmement important. Notre santé, c'est notre santé. Donc ça aussi, ça devrait être indiscutable dans les choix de conception. Pour qu'après, puisque c'est indiscutable, automatiquement, on se mette à le faire, à le refaire. Voilà. Oui, il n'y a que des avantages là, dans ce dont tu parles. Je peux parler des inconvénients. Peut-être qu'il peut y avoir des questions sur les inconvénients. Ouais. Oui, le rapport à l'eau, peut-être. Oui, bien sûr. Effectivement, donc ce matériau, dans l'eau, va changer d'état. Alors, pas tout de suite, pas à la première pluie, mais soumis à de l'eau liquide de façon répétée. Voilà. On voit, par exemple, les granges en pisé qui avaient été construites, ou les bâtisses en pisé qui avaient été construites à l'époque de la Révolution, celles qui nous sont arrivées jusqu'à aujourd'hui, donc qui ont traversé les siècles, une fois que leur toiture est abîmée, elles arrivent très vite à la ruine. Enfin, on voit très vite un mur fondre à partir du moment où il y a une infiltration. Donc, quand je dis très vite, c'est en quelques années ou en quelques décennies. Donc, c'est ça le talon d'Achille de la terre. Donc, en fait, on dit toujours des bonnes bottes et un bon chapeau. Si on peut assurer ce minimum essentiel. Donc si on est en zone inondable, on va avoir de gros soubassements, mais c'est pas un problème. On peut même construire quasiment les pieds dans l'eau, du moment qu'on a prévu de la pierre, de la brique, un matériau qui soit, lui, résistant à l'eau, sur la partie inondable. Et puis après, sur la partie de la toiture, voilà, des bons débords de toiture, comme voilà, et des coursives, ou voilà. Et après, sinon, la terre, elle est bienvenue à l'intérieur de l'habitation, là où elle est moins exposée. Donc voilà, l'eau, effectivement, c'est en enduit, un inconvénient. Mais on peut l'utiliser aussi dans des salles de bain. Je crois que c'est ça dont on parlait, Chloé, la dernière fois. Parce que tu avais eu une expérience de la terre mouillée, c'est ça? Ah oui, non, mais parce que je racontais à Charles-Emmanuel que j'avais été très surprise par l'odeur de la BTC. J'avais un échantillon de BTC au travail, j'ai renversé un verre d'eau dessus. Et en fait, j'ai pas réalisé tout de suite que c'était ça l'odeur qui régnait dans la pièce. Et voilà, c'était plutôt là-dessus. Mais en effet, oui, la BTC peut s'utiliser en salle de bain, mais pas directement dans la douche. Enfin voilà, il y a des précautions à prendre. Mais justement, ça donne un climat. Enfin, tu me corriges si je me trompe, mais ça donne un climat très agréable de salle de bain parce que ça vient absorber l'humidité justement issue de la vapeur de l'eau. Voilà. Je rebondis sur ce que tu dis sur l'odeur. Parce que c'est vrai que travailler le matériau, ça fait intervenir un peu les 5 sens en permanence. Et l'odeur, c'est quelque chose d'extrêmement apaisant pour nous, parce que dans la terre, il y a un petit micro-organisme, la géosmine, qui est présent partout, en dormance un petit peu, puis qui s'active au contact de l'eau. Et nous qui sommes des mammifères qui n'ont pas passé beaucoup de temps sans boire, on est très réceptifs on a des capteurs très très sensibles à ce petit champignon qui dit il y a de l'eau liquide ici. Et voilà, c'est des choses archaïques, enfin voilà, je dirais reptiliennes quasi. Et donc on a
on a ce sentiment d'apaisement dans l'odeur de terre mouillée ou la terre après la pluie. Ou, voilà, c'est ça qui nous détend parce que ça dit à notre cerveau, il y a de l'eau pas loin. Voilà, donc et sur les chantiers, combien de fois c'est arrivé qu'une équipe se fasse un détour pour dire ça fait du bien ici. Et alors c'est un truc un peu indéfinissable, c'est quoi? C'est l'odeur, c'est la couleur, cet apaisement, il est décrit par toute personne qui se retrouve à un moment donné sur un chantier terre. Et d'ailleurs, si tu peux projeter, il y a une équipe de design qui a fait un projet justement autour de l'odeur de la terre, qui s'appelle, je crois, Terreau Barreau. C'est une co-création atelier Amaco, Elemento Studio et Caroline Calves, que vous pouvez voir juste ici, qu'ils ont présenté à la Paris Design Week, donc là en septembre dernier. Et justement, ils proposaient des billes olfactives à sentir selon les provenances de la terre et qui changeaient suivant le degré d'humidité de la pièce. Voilà. Donc, bien pour rappeler que la terre a une odeur et qu'on l'aperçoit. Voilà. Mais juste avant qu'on passe peut-être aux questions, Louise, je veux bien que tu nous parles du projet FAIR, c'est-à-dire de ce projet où tu as eu l'occasion de trouver un peu des alternatives, ou en tout cas de travailler au départ cette brique de terre et comment lui donner peut-être une forme différente qu'une brique et voilà, qu'est-ce qui t'a inspiré voilà, dans ce projet? Le point de départ, c'était après notre travail sur l'Arena. On avait eu un peu envie au démarrage du projet qu'en fait ces blocs de terre qui sont dans le hall grand public puissent aussi participer à orienter le public. Donc de pouvoir imprimer comme ces blocs de terre compressés avec un relief. Et cette piste, elle a été mise de côté, mais ensuite on a vu... en fait, ça a un peu résonné avec la Biennale d'architecture et du paysage de 2022 de Versailles, où la thématique, c'était sur le visible et l'invisible. Est-ce que le fait qu'on revienne petit à petit dans l'architecture, en tout cas qu'il y a un courant qui va vers une architecture plus frugale, est-ce que ça allait faire qu'on allait en gros tous se retrouver habités dans des cabanes faites de briques et de brocs? Et donc de re-questionner comment est-ce que la prise en compte de tous ces flux aussi invisibles, de la thermique, la prise en compte justement des émissions de COV, de choses comme ça, comment est-ce que ça influençait l'architecture? Et du coup, on a proposé de justement chercher autour de l'ornement et de la terre crue, parce qu'on a tout un historique de murs en pierre ornementés, avec des pierres qui sont facettées, qui sont taillées, et qu'on perd petit à petit avec les murs qu'on érige aujourd'hui. Et donc, voilà, il y avait cet aspect-là, et ça a aussi rebondi avec une histoire qu'on avait entendue par une des collègues de notre agence qui avait visité un village dans le sud de l'Algérie où les murs enduits traditionnellement, ils sont fouettés et reliefés comme on fait dans certaines régions de France, et où il disait que du coup le relief à la surface de ce mur permettait d'ombrager le mur, et qu'au final c'était ce micro-relief qui permettait aux maisons de rester fraîches au milieu du désert. Et donc cette chose-là, ça nous a vraiment questionnés, et on s'est dit, est-ce que cet ornement qu'on perd au fur et à mesure de l'industrie du bâtiment qui existe aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait aussi jouer un rôle et le faire revenir par cet aspect-là? Et donc on s'est associé pour ça avec un bureau d'études thermiques et environnementales qui s'appelle Franck Boutet, et avec Amaco, d'une part pour regarder est-ce qu'on peut ornementer ces blocs de terre qui sont d'habitude tous lisses pour retrouver un relief, et est-ce que ça a un rôle au final dans la sensation qu'on a dans l'espace, plutôt d'un point de vue thermique et de l'hygrorégulation.
Et donc il y a eu une première phase un peu d'expérimentation, on a cherché à ornementer les blocs, donc là vous pouvez voir des exemples plutôt de modification de l'aspect de surface, et aussi de mettre dans le moule qui sert en gros à mouler cette BTC qui est comprimée, est-ce qu'on pouvait mettre des sortes de contreformes qui fassent un peu appel à ce vocabulaire de la pierre qu'on connaît, qui a été transmis à travers les générations, pour retrouver un relief sur ces blocs, et comment est-ce qu'on pouvait les calpiner, les agencer tous ensemble pour sortir du mur lisse et avoir des reliefs. Et après, le bureau d'études a du coup modélisé sur le logiciel avec lequel il travaille d'habitude, mais vraiment à l'échelle micro, pour essayer de voir comment ces petits reliefs à la surface du mur ou un peu plus gros influençaient le comportement thermique du mur. Et dans les conclusions, il y a eu plusieurs conclusions qui sont sorties, mais du coup, il y a ce à quoi on s'attendait un peu, que plus on augmentait le relief, le volume de ce mur, meilleure était l'inertie qui permet donc de lisser les écarts de température. Et c'est ça qui participe notamment au confort d'un usager, c'est d'éviter d'avoir des températures qui font le yo-yo et que le corps doive s'adapter à ces variations de température. Et ce qu'on a vu aussi, c'était que en fait, même certains murs qui étaient assez peu reliefés, en fait, le fait de rajouter ce relief, ça lui permettait d'être aussi performant que, il y avait un effet de seuil un peu entre des murs moyennement reliefés et des murs vraiment épais. Donc ça, on a pu avoir des sortes de mesures. Et après, il a mesuré aussi l'impact du développement de la surface. En fait, à avoir tous ces reliefs, ça augmente la surface d'échange entre l'air et la terre, ou d'avoir des perforations qui permettent à l'air de passer du coup d'une pièce à l'autre. Et ça, on a eu des résultats beaucoup plus mitigés, qui étaient difficiles à interpréter par leur logiciel. Donc, dans la suite de la recherche, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir les mettre en œuvre dans un espace pour pouvoir le mesurer in situ, pour avoir des vrais résultats, parce que la Terre, c'est encore plein de mystères. On l'utilise depuis des millénaires, mais finalement, il y a des phénomènes, même qu'on continue à découvrir aujourd'hui, que le phénomène de changement de phase, notamment, qu'on connaît encore mal. Et l'un des autres objectifs, c'était aussi d'aboutir à ces 2 prototypes qui ont été montés avec Frédéric Jonard pour la Biennale d'architecture et du paysage, et de pouvoir montrer que la terre, c'est aussi un matériau extrêmement riche et malléable, et qui peut avoir aussi un peu de légèreté ou des reliefs assez tendus et soignés, ce qu'on ne trouve pas forcément toujours. Voilà. Et donc du coup, ces prototypes, ils ont été présentés à la Biennale d'architecture et du paysage, à la Biennale de Saint-Étienne. Et là, ils rejoignent un nouveau lieu dans l'Yonne qui s'appelle l'Abbaye de Pontigny, qui est une fondation qui se dédie à la terre sous toutes ses formes. Et du coup, on est hyper contents parce que ça vient compléter une exposition un peu historique de la terre crue qui s'appelle Grain de bâtisseur, qui a été notamment montée par Amaco il y a quelques années. Et du coup, ça vient rejoindre l'exposition et en quelque sorte un peu l'actualiser avec un nouvel élément. Merci. Sauf si... Oui, il y a déjà des questions. Quels sont les tests qui sont effectués pour évaluer les caractéristiques techniques, puisque toutes les terres n'ont pas la même résistance, usure et tout. Vous allez me faire regretter parce que j'ai failli amener les petites pastilles et tout, je ne les ai pas mises dans la caisse. Donc effectivement, on va essayer d'évaluer plusieurs choses quand on est en présence d'une terre. Donc la première, ça va être cette question de la granulométrie. Donc là, il y a un examen visuel, il y a le toucher. Donc là, je vais parler plus des tests de terrain, ce qu'on peut faire avec très peu de moyens, avec ses propres sens et puis un matériel rudimentaire. Donc la granulométrie, on va essayer d'évaluer ensuite
la plasticité de ce matériau quand je le mets en contact avec l'eau, la terre en contact avec l'eau. Est-ce que j'arrive à faire une pâte? Est-ce que cette pâte, j'arrive à la modeler? C'est pas le cas de toutes les terres. C'est vraiment du fait qu'elle contient de l'argile qu'on va pouvoir avoir cette plasticité. Ensuite, je vais essayer de comprendre la question de la cohésion. S'il y a présence d'argile, est-ce qu'elle me permet qu'au séchage, mon matériau qui était plastique ait la cohésion suffisante pour se tenir dans une forme, parce que si j'ai pas ça, je vais pas pouvoir bâtir ou créer un objet ou autre. Après, je vais essayer d'évaluer la sensibilité à l'eau. Il y a des terres qui vont réagir plus ou moins fortement à la présence d'eau. Certaines briques vont pouvoir boire l'eau comme un carré de sucre, puis sans vraiment trop se déliter, et puis restituer l'eau au séchage. D'autres briques vont fondre dans l'eau. Et ça voilà, encore une fois, ça dépend du type d'argile, etc. Donc, tout ça va entrer en compte. Et donc, ces tests de terrain, ils consistent à faire une boule de 3 cm qu'on va laisser sécher, puis qu'on va lâcher d'1 mètre de haut, voir comment elle s'éclate. Est-ce que c'est beaucoup de morceaux? Est-ce que ça se pulvérise? Ou est-ce qu'au contraire, ça reste une bille qu'on pourrait presque jouer avec et la claquer au sol sans qu'elle éclate? Après, on a un test de décantation pour observer un petit peu toute cette sédimentation, par sédimentation, tous les différents grains qu'il y a dedans. Ensuite, on a un test dit de la pastille. Donc, on va avoir un petit gabarit comme une petite bague ronde dans laquelle on va mouler la terre à l'état plastique. Et puis, plus tard, on va laisser sécher et on va recomparer en fait cette pastille sèche à ce gabarit. Et si on a énormément de retrait, c'est qu'on avait de l'argile, parce que l'argile, elle est capable de se gonfler avec l'eau. Et ensuite, au séchage, elle la restitue. Donc, elle nous laisse du vide. Du coup, on se retrouve avec une pastille un peu contractée. Et c'est pour ça que vous voyez dans une flaque, par exemple, de boue d'une terre argileuse, c'est pour ça que vous voyez toutes ces fissures, ce faïençage là, qui est typique de la présence d'argile. Voilà. Donc, et après, évidemment, voilà. Bon, là, on a un test. Là, vous avez un test à partir d'une terre donnée. Si moi, je veux faire un enduit sur ce torchis, un corps d'enduit, c'est une première passe, c'est encore un peu, c'est pour faire la planéité, c'est pas encore la finition. Comment je m'y prends en fait? Si j'ai ma terre, je viens juste de la trouver, donc on va créer une matrice. C'est totalement empirique, si vous voulez, c'est basé sur l'observation. On va créer une matrice, et là, dans ce que vous voyez, le carré en haut à gauche, c'est la terre toute seule. On a posé la terre toute seule sur un carré qui fait 20 par 20. Et puis à côté, en allant vers la droite, on a commencé à ajouter de plus en plus de fibres et donc de plus en plus de paille hachée. Et puis en allant vers le bas, on a ajouté de plus en plus de sable. Donc on a amendé la terre. On a changé un petit peu sa granulométrie et puis on a ajouté des fibres. Et puis les autres carrés, c'est le croisement, si vous voulez. Donc mettons qu'on a mis dans le deuxième carré un volume de terre pour un quart de volume de fibres. Et le carré du dessous, celui-là, on avait un volume de terre pour un quart volume de sable. Et celui qui est à la croisée des deux, si on le prend comme un tableau à double entrée, il a donc un volume de terre pour un quart de fibres pour un quart de sable. Voilà. Et on avance comme ça. Et après, on constate. Et on peut même s'en servir comme martyr, on peut les rayer, les abîmer, voilà, voir qui résiste le mieux pour faire son choix et connaître sa petite recette qui correspond à cette terre. Donc c'est ça l'éternelle répétition du travail de l'artisan qui, avec le temps, arrive à presque pouvoir dire juste au toucher, bon, on s'oriente vers là, je vais pas faire toute la matrice parce que je vais y passer la journée, mais je vais faire 3-4 tests juste pour terminer de dissiper le doute entre l'une ou l'autre proportion. Donc plus on en fait, plus on aiguise ce sens. Et ensuite, donc j'ai pas mentionné les tests de laboratoire.
pour que la réponse soit vraiment exhaustive. On a des tests en labo qui permettent d'analyser finement le type d'argile qu'on a en présence dans cette terre, sa réaction à l'eau, la granulométrie de la terre, mais parfaitement étagée, donc du plus petit élément qui est l'argile, en passant par les limons, les sables fins, les sables gros, les graviers et ensuite les cailloux. Donc ça, on peut vraiment l'établir. Et puis faire aussi en labo des tests à la compression. Donc là, plus sur un élément donné, par exemple ma brique, si j'ai vraiment besoin de calculer combien cet élément tient à la compression, c'est possible de le faire en labo. C'est des tests très courants pour les matériaux de construction. Pour compléter, il y a aussi l'abrasion, où là, par exemple, à l'Arena, on avait aussi des attentes de résistance au feu. Donc on a fait tester un mur au feu pour vérifier qu'il répondait aux attentes qu'on avait sur le bâtiment. Ça pour compléter un peu en fonction des projets, des dimensionnements dont on a besoin, de l'usage, en fait, le domaine d'emploi de la terre. Est-ce que c'est un mur porteur qui sert à porter un étage, ou est-ce que c'est une simple cloison? Oui, la destination de l'ouvrage est hyper importante dans la déclinaison des tests qu'on va faire. On ne se pose pas les mêmes questions en fonction des attentes qui pèsent sur l'élément. Ouais. Merci. Une petite question. Ah. Oui, pardon. Est-ce que vous avez expérimenté des interconnexions avec d'autres types de matériaux, type par exemple le béton de chanvre ou même le sédiment marin? Je reviens de Brest et on a 14 millions de tonnes de sédiments marins qui peuvent faire office de béton ou de terre cuite. Est-ce qu'il y a des interactions qui sont soit en mélange, soit en superposition, soit est-ce que ça a été mené? Moi, j'ai pas eu cette expérience-là. Ouais. Mais par rapport aux interactions, en fait, quand on regarde dans toutes les recettes autour du monde, en fonction des localités, il y a plein d'adjuvants qui sont soit des lipides, enfin plein de polymères en fait qui sont naturels et qui peuvent. Voilà. Donc on va avoir tous les mucilages des cactus, de l'aloe, du nopal. Ça c'est très utilisé, évidemment. Donc par région comme le Mexique, etc. Ça va retarder le séchage des ouvrages et donc ça va permettre que ce séchage soit très uniforme. Il y a ensuite l'albumine de l'œuf ou la caséine contenu dans le lait qui va permettre d'avoir un effet un peu déperlant. Ensuite, on peut travailler avec la cellulose. Donc, il y a des assemblages terre-papier qui fonctionnent très très bien, dont on sent le gluant. Après, au Japon, il y a un savoir-faire avec les algues. Pareil, on va chercher à avoir on va chercher à utiliser le moins d'eau possible, de sorte à avoir. On veut l'ouvrabilité, c'est-à-dire qu'on veut que le matériau soit plastique pour pouvoir l'étaler, le dresser, lui donner la forme qu'on veut, et on veut avoir le temps de le faire. Donc c'est aussi ça l'ouvrabilité, c'est la texture et c'est le temps pendant lequel on peut encore interagir avec la matière avant qu'elle se fige. Et donc tout ça, il y a plein de matériaux. Donc après, il y a même le karité est utilisé en Afrique à certains endroits pour certaines fresques. Donc ça, c'est présent dans les recettes, on va dire, naturelles. Il y a une très jolie publication de D'Amaco qui date déjà un petit peu, presque, je sais pas, 2013, un truc comme ça, sur les biopolymères utilisés de par le monde. Il y avait une collecte de tout le réseau, ça avait été envoyé largement sur tous les continents, et pour savoir en fait quels adjuvants étaient utilisés et suivant quelles recettes. Voilà. Et après, en termes de... Donc là, j'ai parlé d'adjuvants, mais il y a aussi tout ce qui est charge. Donc les fibres et les granulats qu'on peut rajouter. Donc vous avez la terre cuite, par exemple, les briqueteries produisent plein de chamottes parce qu'il y a plein de matériaux qui sont déclassés, ils ne peuvent pas sortir à la vente, ils sont déformés à la cuisson ou voilà, brisés. Et donc, ils vont être broyés tout simplement. Et puis, cette terre cuite sous forme de grains, elle peut être réintégrée à la terre crue. Finalement, c'est quand même une famille.
Et donc, elle peut faire office de grain pour une terre qui serait trop fine, par exemple. Et donc, les sédiments marins, je ne sais pas. Il y a la question du sel. Le sel dans... Martin ? Des pistes d'investigation, si le sujet vous intéresse tout particulièrement. Il y a Quentin Prost, qui est architecte, qui vient de soutenir une thèse sur ce sujet, sur la terre crue et les sédiments marins à l'université et à l'école d'archi de Bordeaux. Et en Bretagne, il y a Guylaine, qui est un designer qui fait déjà des choses, mais que vous connaissez déjà, donc c'est parfait. Et donc Quentin Prost à l'école d'archi de Bordeaux. Ah, merci pour le complément. Moi, je voulais savoir si vous pouviez juste dire quelques mots. Vous parliez justement du pisé, des différentes techniques. Et à un moment donné, justement, vous avez parlé des briques en terre crue avec le mortier. Mais du coup, le mortier, je sais que la compo classique, c'est avec du ciment. Mais là, dans votre cas, du coup, c'est avec autre chose ou... Oui, c'est avec de la terre. En fait, le mortier il va être composé du même sol qui a permis de constituer la brique. Donc, à la différence près que souvent dans l'adobe, on va retrouver des fibres, de la paille hachée ou de la balle de riz ou autre. Mais en tout cas, dans le mortier, on ne mettra pas de fibres. Et il sera peut-être plus sableux que la composition de la brique, légèrement plus sableux. Mais bon, il n'y a pas de constante, c'est suivant la terre. Mais en général, c'est ça qui se passe. Donc le mortier, il est fait à partir du même sol que la brique. Et d'ailleurs, quand on voit des vieux murs très érodés, en briques de terre crue, il y a une fusion totale entre... la maçonnerie devient complètement monolithique parce qu'il y a une sorte par le ravinement de l'eau, fusion totale entre les briques et leur mortier. Dans les vieux. Ah oui, de parler des différentes techniques. Votre question, c'était aussi d'aborder les différents types de terre, types constructifs qu'on a en terre, c'est ça? Vous voulez... Ouais. Oui, alors on peut aussi, vous pouvez aussi consulter là les échantillons qui ont été ramenés. Là, il y a un petit échantillon ramené par Chloé, donc de BTC. Enfin, c'est coupé dans une BTC. Destiné à être du BTC. Donc une brique de terre compressée, c'est ça. Et puis on a les exemples d'enduit en terre crue et de ça, c'est torchis, il me semble. Oui, c'est ça, c'est une quenouille. Donc, j'ai pas le... Oui. J'avais une question concernant Cycleterre. Ah. La terre qui avait été... Je sais pas si vous aurez la réponse, mais au cas où. La terre qui était récupérée sur les chantiers du Grand Paris, elle a été stockée quelque part. C'était une entreprise, c'était un sous-traitant qui stockait cette terre-là. Oui, Est-ce que c'est toujours le cas en attendant que Recycleterre ouvre? Est-ce que la terre, elle continue d'être stockée ou est-ce qu'il y a un trop-plein, donc elle est jetée? Est-ce qu'on connaît l'usage de cette terre? Non, justement, vous l'avez très bien dit, c'était un sous-traitant qui s'occupait de gérer et calibrer la terre lors de Cycleterre 1, on va dire. Comment? Vous avez le nom? Oui, il bossait Cycleterre première génération, travaillait avec un terrassier qui s'appelle ECT, qui est un géant du terrassement, qui dérivait, j'avais envie de dire, un camion sur 1000 ou sur 10 000 à Cycleterre. Enfin, la production de Cycleterre, c'est 0,00001% des 50 millions de tonnes de terre qui sont excavées en Ile-de-France chaque année. Donc, si tu veux, ils n'ont pas besoin de la stocker ou de la mettre de côté. En fait, tu as un flux qui est tel que dès que tu appelles, tu as un camion qui vient, c'est pas un problème. Et aujourd'hui, ils n'utilisent pas de terre francilienne. Thériault utilise des terres venant de Lyon, parce qu'ils n'ont pas encore de gisement et de flux et d'approvisionnement localement. Et Briques de Cuyagne, ils n'ont pas encore commencé rien. Donc,
Ça, c'est comme pour toutes les terres d'excavation. Soit elles sont réutilisées localement, généralement elles vont faire on va réemblayer, on va rehausser des champs en lointaines couronnes, ou quand c'est des terres polluées, elles sont mises dans des décharges éternelles. Le problème, c'est que quand ces terres sont qualifiées de déchets, pour les réutiliser, c'est très compliqué. Il faut pas si elles sont mises en décharge, c'est foutu. En tout cas à l'heure actuelle. Et justement, c'est le gros défi de Recycle-Terre, c'est de pouvoir caractériser des gisements importants en Ile-de-France, et pas que pour eux en fait, de recréer une vraie filière de terres d'excavation en Ile-de-France, mais aussi pour les artisans. Enfin, voilà. Il va aussi y avoir au niveau du parc naturel régional du Gâtinais. Il faut savoir que les parcs naturels régionaux ont toujours eu un positionnement super intéressant sur cette question de la terre, parce qu'ils ont un territoire bien identifié, relativement restreint, assez homogène du point de vue du bâti. Il y a quelques typologies qui se dégagent, il y a un patrimoine, il y a quelque chose, c'est ce qui fait la création des PNR en général. Et donc, ils ont eu... Enerter, c'était le PNR Cotentin et Bessin. C'est une approche à la fois patrimoniale, approche ressources, c'est une approche très locale, c'est une pensée locale. Et donc là, il y a le PNR du Gâtinais qui a œuvré par le passé à l'émergence du terre-chanvre, puisqu'il y a une chanvrière sur le territoire. Et là, j'ai dit terre-chanvre, du béton de chanvre, donc du chaux-chanvre, et qui va maintenant œuvrer pour pousser le terre-chanvre sur son territoire, mais sur son territoire et ailleurs, parce que le Gâtinais, c'est l'Île-de-France, et donc... Après, il y a un essaimage. Cycle-Terre aussi avait été pensé depuis le projet européen comme quelque chose qui devait non pas avoir une vocation un peu hégémonique comme ça de production industrielle, mais au contraire être un point sur la carte francilienne et qui devait être répliqué de préférence à tout azimut, quoi. Donc voilà, ça c'est important. Moi, c'est plus une question pour avoir des conseils. J'ai plutôt fait des stages avec des studios d'architecture, de studios Méditerranée qui a travaillé le Pisé, où là, j'ai rencontré Amaco et Cycle-Terre pour faire une formation plus dédiée au mobilier. Et comme moi, je fais un cursus en objet, donc aux arts déco, et je vais travailler justement le Pisé en mobilier, je vais récupérer la terre de Cycle-Terre qui est en trop. Et je voulais savoir si vous aviez des conseils, même si vous n'êtes peut-être pas spécialisé dans le Pisé ou dans le mobilier, si vous aviez des conseils là-dessus. Par rapport à la terre de Cycle-Terre ? Non, par rapport justement transformer une méthode de construction en mobilier. Vous êtes plus spécialisé en architecture et moins en objets, en revêtement. On est sollicité pour... D'ailleurs, il y a un projet, une installation qu'on avait fait pour des artistes à Soissons. Oui, ça peut me servir d'appui pour répondre. Ce sont des sortes de totems... Parce que en fait, le problème de l'objet, ou en tout cas de l'échelle de l'objet, c'est que, par exemple, s'il va se trouver demain sur l'espace public, et s'il est exposé à l'intempérie, et qu'il est en terre, les bonnes bottes et le bon chapeau, ramenés à l'échelle de l'objet, ça peut vite devenir l'objet, et qu'il n'y ait plus trop de place pour la terre au milieu. Donc il y a beaucoup Donc après, si c'est une installation éphémère, et que ça parle justement de l'érosion, de se soumettre à l'intempérie, etc. C'est un propos, mais il faut l'assumer. Et donc l'objet à l'extérieur, en général, échoue sur cette simple constatation qu'il est à l'intempérie. Voilà. Et donc ça finit malheureusement souvent en terre dite... Donc, avant on disait stabilisé, on dit adjuvanté, puisqu'on lui rajoute l'adjuvant ciment, l'adjuvant pas magique. Et du coup, c'est vrai, il faut être précise dans cette réponse, parce que l'adjuvant d'un liant hydraulique n'est pas toujours intéressant dans le cas d'une terre. Parfois, on va dégrader ce que l'argile aurait pu faire en ajoutant le liant hydraulique. Donc, en fait, vous savez que quand on construit en ciment ou en chaux, on lave le sable. On le débarrasse de toute argile, de toute fine en fait. On veut que le grain, pour que la cristallisation là, de la particule de ciment puisse faire son travail correctement.
Donc c'est pas toujours une bonne affaire, cette histoire d'adjuvantation en lien hydraulique. C'est pas la réponse à tout, en tout cas. Et donc voilà, l'objet à l'extérieur et l'objet à l'intérieur, là on est beaucoup plus libre. Donc le pisé, c'est une matière en strate. Donc qui dit pisé dit une pensée sur le coffrage, une pensée presque par le négatif. Et donc comment je vais pouvoir damer mon matériau? Est-ce que je vais bien avoir accès à tous les détails, tous les angles pour pouvoir in fine décoffrer, sachant qu'il y a une poussée latérale énorme dans ces coffrages. Donc il faut qu'ils soient robustes. Et dès qu'on veut faire des formes un petit peu fines, tout ce que fait Amako de formidable, de répondre comme ça à des commandes d'objets qui sont vraiment parfois qui tiennent dans la main, ça demande un travail de pensée sur ces coffrages qui est très fine. Et voilà ce que je pourrais dire. Donc le pisé, sa caractéristique, ça va être en strate. Voilà. Et après, il est travaillé à l'état humide et pas à l'état plastique. Donc ça induit aussi certaines conditions de mise en œuvre. C'est quel bois? Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé un coffrage. Tout est permis du moment que c'est rigide. Peut-être qu'il y a une chose. Parfois, on voudrait que sur certaines matières, on va peut-être huiler le coffrage ou le graisser parce que on veut. Voilà. Avec la terre, c'est pas la peine. Au contraire, le meilleur coffrage, par exemple, c'est le bois parce que du coup, il va boire l'humidité puis il va facilement se détacher de la terre. Mais si c'est une autre matière, pas de problème du moment qu'elle ne reste pas adhérée en fait à l'argile. Et là, la teneur en eau du pisé est très fine puisque il y a une teneur en eau qui, une fois damée, va se mettre à coller sur les parois parce que toute l'eau est repoussée sur la périphérie. Et puis il y a une teneur en eau qui va être idéale, ça va se décoffrer parfaitement et on va arriver à donner la forme. Et puis il y a une teneur en eau trop sèche où quand on va décoffrer, ça va s'effriter. Voilà, donc il y a des petits essais pour mettre au point ça. Et puis c'est une sensation aussi dans la main. Ouais. Pour compléter aussi, j'ai l'impression que du coup pour l'objet, c'est bien de bien prendre en compte les caractéristiques de la terre. Et du coup, d'avoir aussi un projet qui réagit avec le fait que la terre, c'est très lourd. Du coup, c'est pas facilement manipulable, déplaçable et tout. Donc avoir un projet qui fait sens avec ça. Et c'est aussi un matériau qui subit l'abrasion. Donc s'il est beaucoup manipulé, il peut aussi s'abîmer. Donc prendre ça en compte dans le concept, en gros, de bien prendre en compte les caractéristiques de la terre, les qualités comme les défauts, pour vraiment que l'utilisation du matériau elle fasse sens dans le projet et que ce soit intéressant la production finale. Parce que je pense qu'à Amako, par exemple, ils ont beaucoup de sollicitations de l'extérieur pour des projets. Et parce qu'il y a des designers ou des architectes qui trouvent ça cool de travailler avec la terre. Mais au final, parfois, c'est quand même très compliqué les impasses dans lesquelles ça mène de réaliser en terre des matériaux suspendus au plafond alors que c'est très lourd. Ce genre de choses, il faut quand même bien prendre en compte. Le design, c'est travailler à partir des qualités et des contraintes et de les faire vraiment partie intégrante du projet, quoi. Bonsoir, merci. Non, juste une question. Avec une bonne paire de bottes et un bon chapeau, on peut faire un immeuble de combien d'étages? C'est de la façade. Après, il y a Lyon. Donc à Lyon, 6, 7. Au Yémen, encore davantage. C'est une question d'élancement. Puis après, est-ce qu'on est dans une zone sismique ou pas? Donc les lancements, quand on a beaucoup de fruits à la base du mur, on peut s'élever très haut avec des techniques notamment comme le pisé qui ont une très bonne résistance à la compression. On voit ça donc sur certaines villes au Yémen, mais aussi, ce qu'il faut dire sur ces villes, c'est que là où on a érigé très haut et très impressionnant, souvent la ville elle fonctionne comme un réseau cellulaire, quoi. Donc les bâtiments sont tous adossés les uns aux autres
où ils vont avoir des voûtes, mais dont les poussées latérales reposent sur une autre voûte, qui repose sur une autre voûte, etc. Donc ça finit par faire comme une sorte de conglomérat voilà. Donc Shibam au Yémen, c'est ça. Ksar, sont érigés aussi comme ça, avec cette espèce de connexion entre toutes les constructions. Et à Lyon, voilà, il y a des édifices en pisé qui font plusieurs étages aussi et qui vont déjà bien perdurer. Donc ça dépend des techniques, ça dépend de les lancements. Aujourd'hui, un de nos freins, c'est que quand le foncier est cher, on s'interdit de construire des murs de 80 d'épais à la base, quoi. Mais bon, ce sont des choix. Et donc voilà, c'est vrai que ça, c'est important, les lancements. Bien, merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine.